Salut, c'est Igloo, le Mac de l'Habitat, avec Cédric Simonin. Bonjour Eric. Bonjour Cédric, sixième saison, et on va parler aujourd'hui de... En fait, c'est un peu notre fonds de commerce dans Igloo. L'habitat, Oui, l'immobilier, le logement. Mais là, on est dans une crise très importante, vous en avez déjà parlé. Et on fait une émission spéciale pour parler de cette crise qui arrive, que vous avez déjà annoncée, et aussi des conséquences. Et pour tout ça, pour parler de tout ça, on a invité la présidente du groupe Vivialis, Anne Vintemberger. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous les deux. Alors, on parle de la crise en France, mais aussi dans le monde, Cédric Simonin. oui, c'est une crise mondiale. Ça fait 2 ans qu'on en parle dans Igloo. Ça fait 2 ans qu'on évoque la dégradation des indicateurs. Fin 2023, nous y sommes et jusqu'au cou. Alors on va vous expliquer ou réexpliquer les raisons pour lesquelles on se trouve dans cette situation. Donc accrochez-vous, ça va swinguer. Donc, chère Anne, déjà pour commencer, est-ce que vous pourriez nous faire un diagnostic de la situation afin de bien appréhender le sujet et puis pour que les auditeurs comprennent bien quels sont les enjeux de cette crise déjà? Très bien. Alors, avant de venir, j'ai cherché dans le dictionnaire un certain nombre de synonymes De crise. du mot chuter. Ah oui. Donc, on en trouve beaucoup, abaisser, amenuiser, amoindrir, amputer, comprimer, raccourcir, rapetisser, réduire, resserrer, rétrécir, rogner. Bref, la liste est longue. Je ne pourrais employer que ces termes aujourd'hui. L'ensemble du marché mondial de l'immobilier et de la construction est en retrait complet. Pour exemple, la Chine, je vous rappelle que la construction en Chine représente 25% de son PIB, en France c'est 8%, retrait du marché 25%. Les États-Unis, et le Canada, on est sur du moins 10, mais on observe en Europe le même mouvement avec un nombre de mètres carrés construits sur la dernière année diminué de moitié en Allemagne, c'est-à-dire qu'un logement sur deux ne se fait pas. On retrouve des chiffres de l'ordre de 30% en Angleterre, en Belgique et en Norvège, Scandinavie, 40%. Et alors en France, est-ce qu'on Alors, échappe à la crise? en France, on est très bons élèves européens, on se tient dans la moyenne, moins 33 en moyenne. Retrait du marché, un tiers, un logement sur trois en France ne se construit pas à l'heure actuelle. C'est important de savoir que c'est mondial. Parce que si c'est que français, on peut trouver des responsables ici. Alors que là, les responsables, vous allez sans doute en parler. Comment ça se passe? Comment on en est arrivé là? Bon, avant de C'est une chercher les bonne question. responsables, on va déjà parler Non, des mais causes et puis on souvent, verra on se après dit en France, voilà, ça si se on passe doit pas couper bien, des il y a un têtes. truc qui marche pas, il y a des responsables. Vous voulez tout de Voilà. suite couper la tête au roi, Non, immédiatement. pas du Ça tout. Mais c'est bien vous Eric. c'est un réflexe français quand même, ça. C'est pas faux. Alors à présent, je pense que les auditeurs ont bien compris l'ampleur de cette crise. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur les raisons qui nous ont amenés à cette situation? Alors, on va pas remonter au Covid, mais on pourrait presque, avec une euphorie en 2021 suite aux différents confinements liés à la pandémie de Covid, mais surtout dès février 2022, un nouvel entrant dans le jeu, la guerre en Ukraine. On l'a un peu oublié, ça fait un petit peu plus d'un an. Néanmoins, les effets délétères de ce conflit se sont manifestés de façon très lourde, notamment sur l'augmentation des coûts d'énergie, mais aussi les pénuries de matières. On a aujourd'hui un nouvel entrant sur la scène des difficultés de la filière, les taux d'intérêt. Une augmentation historique des taux d'intérêt, 4% en un an, c'est du jamais vu dans l'histoire financière de l'Europe. Même s'ils ont été beaucoup plus hauts. Mais une augmentation si forte en un an, c'est du jamais vu. C'est Tout la, à fait. c'est la temporalité qui est Ouais. violente. C'est la précipitation des augmentations les unes derrière les autres qui est un inédit. Donc énergie, matières premières, taux d'intérêt, là on a déjà un bon cocktail. Si à présent on souhaitait dresser un constat de la situation en France, est-ce que vous pourriez nous donner déjà quelques chiffres et puis après si on arrive à faire un focus sur la région Grand Est et puis un refocus encore sur l'Alsace? Alors la France, je vous l'ai dit tout à l'heure, moyenne européenne, moins 33% sur l'ensemble du territoire. Il n'y a pas de région en vert, il n'y a pas de région en orange, tout le monde est en rouge, voire même en noir. Donc recul sur toutes les régions, y compris littoral. En ce qui concerne le Grand Est, une moyenne de recul de l'ordre de 40%, avec une disparité toutefois au niveau de la maison individuelle, moins 48% de construction de maisons individuelles sur le Grand Est, avec un petit focus particulier sur l'immobilier d'entreprise, tenez-vous bien, moins 74%.
Donc, Ah oui, ça fait. Alors en fait, pour être clair, c'est des logements, des maisons, des bâtiments qui ne se construisent plus Alors là, oui, on est très par rapport à ce théorique, qui était hein. prévu. On parle de moins quelque chose, mais à chaque fois qu'on a moins, on a un logement en moins, on a une famille en plus dans la difficulté. alors, la transition est toute trouvée. Maintenant qu'on on a dressé un tableau de la situation, il est assez aisé à présent d'imaginer que les conséquences vont être ou sont déjà nombreuses et visibles. Alors, on va parler un petit peu d'économie. On va rentrer dans le vif du sujet, parce que les auditeurs se disent, OK, c'est bien les chiffres, mais maintenant, pour moi, qu'est-ce que ça va changer? Alors, comment ça se traduit sur l'offre de logement à la vente et à la location? Parce qu'il y a toujours un lien de cause à effet. Déjà, dans un premier temps, conséquences, et puis conséquences notamment sur les prix. Alors les prix restent extrêmement élevés, hein. Ils se sont envolés suite à l'embellie 2021. On n'observe pas aujourd'hui de baisse de prix, hein. Les propriétaires sont toujours réticents à baisser leurs prix. Par contre, la demande, elle, évidemment, elle est à la hausse. On a aujourd'hui un ensemble de systèmes qui s'est grippé. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de logement neuf, il n'y a pas de mobilité sur le marché du logement. Ça veut dire que les couples ou les ménages actuellement en location ne trouveront pas à devenir propriétaires, ils ne libéreront pas leur logement et l'ensemble des ménages ou des individus qui souhaitent rentrer sur le marché de la location, eh bien, tout simplement se voient interdits d'accès. On a un chiffre vraiment terrible. 12% des étudiants cette année en France ont renoncé à leurs études faute d'avoir trouvé un logement. Un étudiant sur 8. C'est catastrophique. C'est énorme. Alors, c'est effectivement les populations fragiles qui trinquent immédiatement. Donc, Advintem Berger en a parlé, les étudiants, on peut parler aussi des jeunes travailleurs, et puis on peut parler aussi des familles monoparentales. Parce que lorsque vous avez un bien qui est en location et que vous avez une quarantaine de personnes qui se proposent pour louer ce bien, si vous êtes seul avec un enfant, un salaire versus peut-être un couple de salaires, vous ne gagnez jamais. Donc ça met à mal aussi ces familles monoparentales, qui a de plus en plus. Famille monoparentale, vous venez de divorcer, vous êtes une famille monoparentale tout d'un coup, hein. Voilà, tout simplement. Donc on a vu conséquences sur le prix, conséquences sur les loyers, et puis hausse des prix des loyers aussi. Il y a un enjeu sur l'emploi? Absolument. La mobilité est clairement aujourd'hui remise en cause. C'est-à-dire qu'il y a des régions entières dans lesquelles les entreprises souhaiteraient recruter et renoncent faute de logement pour leurs nouveaux salariés. Donc l'immobilier aujourd'hui rend la France immobile. Alors ça me fait penser à autre chose aussi. Parlons des jeunes qui sont troisième, quatrième, qui doivent choisir leurs orientations. Ils entendent parler de crise mondiale, de crise de l'immobilier, de crise du bâtiment. Finalement, est-ce que on n'est pas en train de se tirer une balle dans le pied? Le bâtiment a déjà tellement de difficultés à embaucher. Est-ce que finalement, si j'ai 14 ou 15 ans et que j'entends parler de crise immobilière, est-ce que je choisis dans mon orientation des métiers qui vont vers le bâtiment? Alors aujourd'hui, c'est une question centrale, hein. Les entreprises de l'artisanat et des métiers du bâtiment sont toujours en recrutement, ont toujours besoin de main-d'œuvre, avec une filière construction qui est très riche en France et qui offre la possibilité vraiment de trouver des métiers passionnants. On a effectivement une communication lancinante de perte de vitesse de la filière. Effectivement, il y a lieu d'être inquiet. Mais aujourd'hui, toutes les entreprises du bâtiment recrutent. Toutes. Donc, n'hésitez pas, hein, à visiter ces entreprises, à vous renseigner sur les formations et les différentes filières. Il y a de la place à l'heure actuelle dans ces entreprises. C'est bizarre parce qu'avec les chiffres que vous avez annoncés, on aurait tendance à penser que justement, les entreprises licencient puisqu'il y a moins de travail. Alors aujourd'hui, ces chiffres-là ne sont pas encore arrivés sur les différentes entreprises, dans les différentes entreprises du bâtiment. Ok. Hein, ce sont des constats que nous avons faits sur les permis de construire. Ce sont des constats que nous avons faits sur l'ouverture des programmes. Donc, ça reste encore un marché très dynamique. La vague, elle n'est pas encore arrivée. La vague Mais n'est vous, pas vous encore la sentez arriver. Absolument, ça fait Et 2 quand ans. elle va arriver, ça va faire mal. Ça C'est fait en 2 gros. ans qu'on la voit arriver. Ça fait 2 ans qu'on tire la sonnette d'alarme. Oui, il y a une espèce, enfin pas une espèce, il y a un effet domino parce que nous on le voit déjà sur les dépôts de permis de construire, on est vraiment tout à la base entre le dépôt de permis de construire
Et la livraison, il se passe généralement, Ouais. pour un collectif, c'est 4 ans, une maison individuelle, c'est 18 mois. Mais il y a tout l'effet après qui va derrière. C'est de l'ameublement, c'est de la cuisine, c'est des services. Il y a toute une chaîne qui Ouais. va, qui s'enclenche derrière. Ce qui me permet de dire, on connaît l'adage, hein, quand le bâtiment va, tout va, pardon. Économiquement, finalement, quel est l'impact de la filière? Alors l'impact de la filière, aujourd'hui, je Enfin, l'ai dit, pour la filière, excusez-moi, pour la filière. pour la filière. Alors la filière, c'est 8% du PIB, 2 millions d'emplois en France. L'impact pour la filière à très courte échéance, c'est 300 000 emplois en moins. C'est une incidence énorme. On est cependant sur, et vous l'avez justement précisé, un effet domino qu'aujourd'hui, on a du mal à évaluer. Effectivement, on parle de banques, on parle d'assurance, mais on parle aussi de tous les intermédiaires du logement aujourd'hui. Ouais, parce que là, vous parlez de chiffres, vous parlez de conséquences sur l'emploi et sur les entreprises du bâtiment, mais il y a toutes les conséquences sociales. On en a parlé un petit peu. Est-ce que les pouvoirs publics sont conscients de tout ça? Est-ce que ça commence à bouger? Est-ce qu'on envisage des solutions ou pas du tout? Alors effectivement, il y a une prise de parole du gouvernement sur ces sujets-là. On a notamment vu l'élargissement du PTZ, mais qui néanmoins se concentre sur les zones tendues et ce qui exclut 93% du territoire sur le prêt à taux zéro. On a un recentrage des finances sur la rénovation. La rénovation, c'est très bien. Évidemment, il faut mettre en valeur et rénover nos cœurs de ville. Il faut redonner une vie au logement ancien. C'était déjà le cas l'année dernière. L'objectif, c'était rénover 600 000 logements. On en a péniblement rénové 60 000. Donc même si on met à disposition, même si l'État met à disposition tous les dispositifs nécessaires à la rénovation, le mouvement n'est quand même pas encore enclenché. Et de 60 000 à 600 000, la marche est très très haute. Donc pénurie de logements. Et on va changer le vieil adage, hein, dans pas longtemps, le bâtiment ira mal, donc tout ira mal. Oh, c'est le même, mais dans l'autre sens, Eric, hein. Oui, je sais, mais on n'y est pas encore. Alors, Si j'ai on n'y est bien pas compris. encore. Si, on y est. Vous parlez de la prise de conscience. Anne-Vincent Berger a donné une réponse. Comme il y en a cette notion de temporalité, lorsque les pouvoirs publics, les élus, les décideurs regardent à l'instant T les chiffres, en fait, ils regardent les chiffres de 2 ans auparavant. Et ils disent, ça va. Donc, quand ça. on commençait à tirer la sonnette d'alarme il y a 2 ans, eux, ils disaient, mais non, ça va, parce que c'est vraiment, on avait un boom du bâtiment qui construisait les logements qui ont été vendus 2 ans auparavant. Et il y a 2 ans, vous regardez nos artisans, ils avaient du boulot plein la tête, ras la casquette. D'où l'augmentation des coûts de construction. Je ne parle pas des matières premières, il y avait les coûts de construction aussi. Mm. Donc, aujourd'hui, effectivement, on est au pied du mur. Donc là, les pouvoirs publics commencent à prendre conscience des effets, mais c'est presque trop tard. Donc, ça me permet d'enchaîner sur la question que vous avez évoquée. Quelles sont les conséquences sociales? On le répète, augmentation des prix de logement, difficulté de trouver un logement à l'achat ou à la vente, difficulté de trouver une location, une population qui a de plus en plus de mal à se loger, les étudiants, les jeunes travailleurs, les familles monoparentales. On a une espèce de cocktail, dites-moi si je me trompe, social qui est en train d'émerger là, ça boue. Future crise des gilets jaunes liée au logement dans quelques mois? Évidemment, c'est pas souhaitable. Hein, on est quand même dans un contexte où... Au-delà des gilets jaunes, plus que les gilets jaunes, j'imagine. Pas seulement les gilets jaunes. 60%, 60 millions de personnes en jaune. Voilà. 60 millions de gilets jaunes. Ah oui, c'est ça. Dormir dans sa voiture, c'est quand même pas ce qu'on fait de mieux quand on est jeune travailleur ou étudiant. Et même avec un emploi, c'est des situations qu'on retrouve dans certaines villes de France. Aujourd'hui, clairement, les solutions, c'est pas en un claquement de doigts qu'on les trouvera, mais néanmoins, aller vers un allongement des durées de crédit. Il ne s'agit pas d'endetter plus les ménages. Le constat, il est clair. En un an, les ménages, pour la même somme, ont à disposition ou peuvent acheter un logement qui est 20% plus petit que ce qu'ils auraient pu acheter l'année dernière. Alors, faut-il renoncer à un rêve? Oui, peut-être, mais laissons au moins un minimum de réalité accessible. Ok. Je n'ai pas fini, j'ai encore une question. J'aimerais qu'on fasse un peu de projection, un peu de prospective. C'est un exercice qui n'est pas évident, que je vais vous demander, mais
Comment vous voyez les perspectives à court terme? Alors à court terme, dans le monde dans lequel nous vivons, c'est 3-4 mois, donc c'est fin d'année. Et puis moyen terme, c'est-à-dire, imaginons aller aux projections à fin juin 2024. Alors effectivement, c'est pas un exercice facile, hein, il y a un facteur qu'on n'a pas évoqué, dans nos échanges, c'est, le prix du foncier. On a aujourd'hui qui n'a cessé d'augmenter. On a aujourd'hui une fiscalité du foncier en France qui incite à la conservation sur le long terme. Plus vous le gardez, moins vous serez taxé. Si on pouvait inverser cette fiscalité, si on arrivait à mettre sur le marché plus de foncier, on aurait des baisses de prix de sortie au mètre carré en logement neuf. On a, d'ici la fin de l'année, les prévisions par les différents syndicats, une moyenne habituelle d'1 million, 1,2 million de logements ou de transactions en France par an. En fin 2023, on devrait arriver à 900 000. Donc on passe de 1,2 million à 900 000, c'est gigantesque. Pour l'année prochaine, je n'ai pas de boule de cristal, mais en ce qui concerne les taux d'intérêt, on table sur une stabilisation. Donc la fin des augmentations, c'est intimement lié à l'inflation et au niveau d'inflation dans les différents pays. Vous vous souvenez, hein, les projections qu'on avait fait on avait fait des paris avec les différents courtiers. Je les ai tous gagnés, je peux le dire fièrement. Et on retrouve les émissions, donc je ne triche pas. Je vous ai dit aussi depuis quelques années que le logement va être un produit de luxe. Est-ce que c'est ce que l'on veut pour la population? Moi, je ne le souhaite pas, mais on y va directement. Il y a une question qui se pose souvent sur les prix. Les prix vont baisser, etc. On a eu des frémissements sur le premier semestre. On a une accélération de la baisse des prix sur le deuxième semestre. Il ne faut pas s'emballer. Généralement, les prix qui baissent fort, ce sont ceux qui sont dans les DPE, étiquettes énergétiques, les plus bas, c'est-à-dire ceux qui n'arrivent pas à les vendre parce qu'il y a beaucoup de travaux. Donc là, il y a une correction des prix à la baisse. Le logement neuf ne devrait pas baisser, les coûts de construction sont ce qu'ils sont. Les marges sont très faibles, ça ne va pas baisser. Je vois une stabilisation des prix ou alors une baisse de 1, 2 ou 3%, mais c'est à la marge et c'est compensé par une hausse de taux d'intérêt de 0,20. Donc, si on voulait récupérer le prix du logement en corrélation avec le pouvoir d'achat des Français d'il y a quelques années, c'est-à-dire il y a 10 ou 15 ou 20 ans, avant cette augmentation, ça fait vraiment 15 ans que le prix du logement a explosé, il faudrait que les prix baissent de 37%. Si les prix de l'immobilier baissent de 37%, je ne vous dis pas dans quel état l'économie serait ou sera. Donc, ce serait vraiment le chaos. Et la problématique serait plus de pouvoir acheter un logement, ce serait de garder son emploi dans ces cas-là, vous voyez. Donc, il y a une autre problématique qui rentre en ligne de compte. C'est lié, c'est ce qu'il faut comprendre. Ouais. Dans cette émission-là, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est ça. C'est que c'est lié, tout est lié. Tout est intimement lié. Vous touchez quelque chose, vous déréglez la machine. Est-ce qu'on aurait un mot de conclusion que vous auriez envie de un message que vous avez envie de passer? Je crois qu'il faut rester optimiste dans la période. 5%. On a connu des taux d'intérêt de l'ordre de 15% il y a pas si longtemps que ça. On vient de passer 10 années à 1%, 1,1, 1,2. Je pense que c'est avant tout une correction et que dans les temps à venir, la stabilisation sera de mise. Et on a une pensée pour tous les auditeurs qui nous écoutaient il y a quelques temps et qui disaient « Il raconte que des conneries, Simonin, c'est le moment d'acheter, c'est le moment d'acheter ». Bon, ceux qui avaient la possibilité d'acheter à 0,8 ou 1% de taux d'intérêt, je pense qu'ils pensent à moi tous les jours, Eric. Ouais, d'accord. Mais pas moi. Merci à tous les deux. Merci à vous. Bonjour à tout le monde du côté du groupe Vivialis. Et à très bientôt dans Igloo, le Mac de l'habitat qu'on retrouve sur les plateformes de podcast, sur la chaîne YouTube, sur topmusic.fr. Et j'en oublie, Igloo en a également sur Facebook. À bientôt. Salut. À bientôt. Salut.